Donc, bienvenue tout le monde. On va débuter cet Informagro sur la responsabilité élargie du producteur au Québec. Donc, on va aujourd'hui apprendre à comprendre les obligations et saisir les opportunités pour les emballages. On est avec les gens d'Éco-emballage au Québec, propulsés par le Comité 21. Donc, on aura Lorraine Simard, Marie Orodekiems et Marina Pietrocel. J'espère que je prononce bien vos noms respectifs. Mesdames, sinon, ben, pardonnez-moi. Je vous rappelle quand même rapidement en quoi consistent les activités Informagro. C'est une collaboration des créneaux bioalimentaires du Québec, donc que ce soit le créneau agroboréal, créneau aliment santé, créneau acéricole ou le créneau transformation. Donc, on fait partie des créneaux d'excellence du Québec. On œuvre auprès du secteur bioalimentaire et en ce qui nous concerne au créneau agroboréal, notre mission est de favoriser les collaborations et l'innovation pour le développement du secteur agroalimentaire boréal. Donc, nous, dans notre cas, on est situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les autres créneaux sont dans d'autres territoires au Québec, mais peu importe où vous vous situez, sachez que n'hésitez pas à nous contacter, puis on pourra vous référer vers les bonnes organisations pour vous aider. Ça me fait plaisir de céder aussi la parole à notre partenaire Financement Agricole Canada, donc Madame Sandra Hardy, qui nous appuie dans la présentation et la diffusion des Informagro. Donc, je laisserai Sandra vous parler un petit peu de ce que de ce que fait Financement Agricole Canada. Hey, merci beaucoup, Isabelle. Donc, merci encore une fois pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui au nom de FAC comme présentateur officiel des capsules Informagro. On salue cette belle initiative là, qui réunit l'ensemble des créneaux agroalimentaires du Québec. Donc, merci pour cette belle collaboration. Donc, quelques mots sur Financement Agricole Canada. Donc, FAC existe depuis plus de 65 ans, offre une gamme complète de produits financiers et non financiers aux entreprises agricoles depuis aussi longtemps. Mais depuis plus de 25 ans maintenant, ils ont choisi d'élargir la clientèle admissible à nos financements pour inclure toute la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire. Donc, ça inclut également tous les les agro-entreprises, on les appelle comme ça, que ce soit des transporteurs, des distributeurs, des manufacturiers d'équipements. Donc, toute entreprise qui contribue à notre industrie, que ce soit l'industrie agricole ou de la transformation alimentaire, ces entreprises-là sont admissibles à nos services. J'en profite ici pour remercier aussi nos clients et nos partenaires qui nous font confiance et cette confiance-là est très appréciée de notre côté. Pour pouvoir en savoir plus, je vais mettre dans la petite conversation différents liens sur des outils, nos infolettres, nos réseaux sociaux. Donc, FAC, avec ses équipes d'agroéconomistes, entre autres, publie beaucoup d'informations qui peuvent vous être grandement utiles. On a aussi des équipes qui aident au niveau du transfert d'entreprises. Donc, beaucoup d'informations vraiment dédiées à notre secteur. Donc, tout comme les créneaux d'excellence, chez FAC, nous croyons fortement à l'importance de l'innovation pour soutenir la croissance. Ça fait partie de notre ADN depuis les tout débuts. Puis, nous avons la ferme conviction que le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire possède une occasion unique de devenir un chef de file en sécurité alimentaire et de la production alimentaire durable. Le sujet d'aujourd'hui en fait aussi fait un bon lien avec cette notion-là là, qui nous est chère chez FAC. Donc, si vous voulez en savoir plus sur nos produits financiers, sur nos services à l'industrie, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vous mets également mes coordonnées. Donc, à tous, passez une belle journée et une belle rencontre. Merci. On vous entend pas. On vous entend pas. Oui, merci. J'ai arrêté mon partage. Juste quand même vous rappeler que les Informagros sont tous enregistrés. Donc, on en a une belle banque, une belle bibliothèque sur notre site web dans la section Informagro au www.agroboreal.com. C'est possible donc de visionner à nouveau celui d'aujourd'hui, mais également là, tous ceux qui ont été diffusés dans les dernières années. Donc, sans plus tarder, je laisserai nos présentatrices se présenter elles-mêmes et y aller avec le sujet principal de l'Informagro. Alors, bonjour Isabelle, merci de nous accueillir et d'organiser cette rencontre importante.
Alors, je me présente, Lorraine Simard. Je suis la cofondatrice du Comité 21 Québec. Je suis une experte en conseil stratégique selon les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et bien sûr en économie circulaire. Donc, c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous sommes avec vous pour un sujet extrêmement important qui touche nos entrepreneurs, nos chefs d'entreprise, les équipes aussi de direction, que ce soit les finances, le marketing, l'approvisionnement responsable. Donc, on est là pour vous épauler. Et le comité 21, c'est bien sûr entouré d'experts du domaine dans l'éco-responsabilité de l'emballage. On parle d'éco-conception, bien sûr, d'éco-emballage avec Marie Orodecki, puis Marina Pietrocel. Donc, je laisse le soin à Marina de se présenter, puis ensuite à Marie, et ensuite, on va de l'avant sur la présentation. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis dans le noir avec le soleil dans la face, mais c'est ça. Je suis experte et consultante en développement durable depuis 35 ans maintenant dans le domaine des matières résiduelles, optimisation des emballages, optimisation des systèmes, circularité, changement des matériaux et on peut en parler plus. Merci, Marina. Marie? Moi, très rapidement, Marie, moi, je viens de l'entreprise et plus particulièrement de l'alimentation et du détail. En fait, j'ai été directrice responsabilité d'entreprise pour Métro pendant quelques années, directrice design emballage pour eux. Et j'ai une spécialité qui est tout ce qui lie la stratégie d'affaires avec le développement durable et comment faire le lien entre les deux. Et puis, j'ai une petite passion pour les emballages. Donc, je suis là avec vous aujourd'hui pour vous en parler. Et ça on me permet peut de commencer. rajouter, oui, on peut commencer, puis ça me permet aussi de dire qu'une autre passion qui nous unit, Marie et moi, c'est tout ce qui touche le marketing et la communication responsable. Donc, vous allez voir d'ailleurs dans les formations qu'on va vous proposer, c'est un autre élément important là, pour bien emballer toute votre stratégie là, de mise en marché. Donc, si on va de l'avant, je partage mon écran. Alors, est-ce que tout le monde voit la présentation? Ou non. Voilà, techniquement, je devrais faire ceci et là, ça devrait fonctionner. C'est bon? Parfait, c'est bon. Alors, donc, vous comprendrez que nous parlons aujourd'hui particulièrement de la responsabilité élargie du producteur, donc la REP. Ça vous concerne, comme on dit chez nous, vous n'êtes pas seul et vos experts sont là pour vous présenter notre présentation d'aujourd'hui de manière à bien vous sensibiliser. La parole est à toi, Marina, donc je vous laisse défiler et je vous accompagnerai vers la conclusion. Merci. Marina, ton micro est probablement coupé. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Bon, je continue. La première capsule parle du contexte légal de la REP. Nous allons voir ensemble les acronymes, les définitions et notions de la loi sur la qualité de l'environnement et ses règles. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en tout temps. Soyez vraiment attentifs. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre par après. Donc, les cadres réglementaires sont mis en place par le gouvernement pour améliorer l'empreinte environnementale, par une meilleure gestion des contenants et des emballages, et pour assurer une meilleure pour la réduction, le recyclage, dès le début de la conception d'un contenant et d'un emballage, jusqu'à son fin d'utilisation qui passe à la... Marina, je pense que vous avez un problème avec votre connexion. On Ah, vous perd un peu. ok, mais je vais essayer de... Est-ce que vous m'attendez comme il faut ou... Oui, mais tu sais, ça coupe par moment, là. C'est intermittent. Je ne sais pas si il y a de la bande passante qui est utilisée l'endroit où vous vous situez en ce moment, là. Des fois, c'est parce que plusieurs personnes utilisent la connexion. Oui, oui, je fais j'attends la même les autres me parlent. J'essaie de faire comme il faut. Nous avons plusieurs systèmes qui gèrent les matières résiduelles au Québec, mis en place depuis 25 ans. Donc, le temps est arrivé de passer à la modernisation de la collecte sélective, la consigne élargie, afin d'augmenter le taux de récupération et de recyclage. C'est l'objectif du gouvernement.
Vous voyez ici qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on veut vous transmettre. C'est quoi une REP? C'est quoi une OGD? C'est qui est Éco-entreprise Québec? C'est qui AQRCB? Et qui sont les producteurs qui sont visés par la REP? Est-ce que c'est mieux? Vous entendez mieux? Oui. Allô? Oui, on vous entend un peu mieux, mais parfois ça grésille. Je veux continuer quand même parce que je n'ai pas le choix. La loi sur la qualité de l'environnement, la loi 65, donne le pouvoir au gouvernement de réglementer et de confier aux producteurs la responsabilité à 100% pour gérer les systèmes dans son entièreté, accélérer la circularité et éviter l'enfouissement de la plupart des matières résiduelles et donc leur donner une deuxième vie. Toutes les entreprises sont assujetties à la loi. Elles sont obligées de financer les systèmes sur toute la chaîne de valeur. J'espère que vous m'entendez mieux. Je passe à l'autre chose. L'obligation des producteurs, on parle de s'inscrire à l'AEQ et consignation. Est-ce que je ne suis pas au bon endroit, je pense, et je m'excuse. Est-ce que Je vais tu faire veux que une je pause, prenne le Marie. relais, Marina? Oui, s'il te plaît, parce que OK. Oui. Donc, en fait, quand on regarde la REP, ça vient bien de la loi 65 qui donne aux producteurs la responsabilité de l'entièreté du cycle de vie de l'emballage, ce qui veut dire que le producteur paye maintenant pour tout ce qui est collecte, tri et recyclage. Par contre, ça donne aussi le pouvoir, notamment dans tout ce qui est négociation des matières recyclées et des prix. Ce qui veut dire qu'en fait, l'organisme de gestion désigné, qui est EEQ pour les emballages hors boisson et la QRCB pour les boissons, a aujourd'hui la responsabilité de l'entièreté du système. Pour les producteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, avant, les producteurs payaient, mais n'avaient aucune idée de comment les choses étaient valorisées, donc souvent potentiellement surpayés parce que le système n'était pas assez bien exploité. Aujourd'hui, avec ces organismes de gestion, il peut déclarer il peut avoir la maîtrise sur ce qui se passe au travers de cet organisme de gestion. Il y a deux obligations. La première, c'est que vous soyez très petit ou très gros, vous devez être inscrit à EEQ et ou à consignation pour tous les emballages que vous mettez sur le marché. Votre autre obligation, une fois que vous êtes inscrit, c'est de déclarer vos volumes. Donc, pour EEQ, c'est annuellement. Les volumes sont déclarés et l'argent nécessaire au bon fonctionnement du système est réparti en fonction de ça. Et chez la QRCB, donc consignation pour les boissons, c'est mensuellement qu'on déclare les volumes. Il y a un cas un petit peu particulier, c'est pour les producteurs de boissons dont les emballages sont ciblés par consignation parce qu'alors eux, ils doivent être inscrits aux deux, puisqu'ils vont devoir payer, mettons qu'on ait des canettes de bière emballées dans du carton. Le carton doit être déclaré à Éco-entreprise Québec et les canettes de bière doivent être déclarées, elles, à consignation, ce qui veut dire que ça double un petit peu le jeu. Tu peux changer de slide, Lorraine. Si on va un petit peu plus en détail sur Éco-entreprise Québec, donc c'est un organisme à but non lucratif. Éco-entreprise Québec ne se fait pas d'argent avec les contributions que vous versez. Vos contributions servent à financer le système en lui-même. Il vous représente et il fait en sorte que vous remplissiez vos obligations financières pour payer l'entièreté du cycle de vie, c'est ce que je vous ai déjà dit, de vos emballages. Tu peux changer de slide. Plus précisément, il assure la gestion du système de collecte sélective, c'est-à-dire qu'il soutient financièrement la mise en œuvre et le système. Ce qui veut dire, par exemple, que des centres de tri non performants, ça veut dire des matières résiduelles moins bien valorisées. Donc, Éco-entreprise Québec va investir dans les centres de tri et de recyclage pour qu'ils soient plus performants et qu'on puisse mieux valoriser les matières. Ils vous représentent, ce qui veut dire que c'est eux aussi qui vont négocier. Ils négocient les coûts de matière à la sortie, ce qui est super intéressant, notamment pour les emballages en
PET, puisque le PET se recycle très facilement et qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises en demandent. Donc, on peut le valoriser s'il est bien trié, pour le carton aussi, et pour d'autres matériaux qui, petit à petit, trouvent des débouchés. Ce qui veut dire que chaque fois que vous vendez du recyclage, ça diminue la facture globale du système et ça le rend plus rentable et on va vers une vraie circularité. Donc, vos deux grandes responsabilités, c'est vraiment de vous inscrire, d'autant plus que quand vous vous inscrivez, vous bénéficiez d'aide de EQ, que ce soit en termes de consultation, d'orientation vers les bons éléments à mettre en place, et puis de payer si vous avez à payer. Ça se fait pas d'un coup, le projet est plutôt un projet à long terme qui va jusqu'en 2031 de mémoire. Et donc là, en 2025, on arrive à un système où maintenant les entreprises payent dans ce qui est prévu pour l'année à venir. Donc en 2025, vous payez pour la collecte 2025, alors qu'avant, c'était en 2023, vous déclariez, en 2024, vous payez. Donc c'était un petit peu plus différent. On a aujourd'hui, bien sûr, tous les lieux de collecte habituels qui sont les habitations. Et on a aussi maintenant les petits commerces qui ont des déchets d'emballage qui sont très proches des habitations. Et petit à petit, ça va s'élargir. Il va y avoir ensuite tout ce qui est université, domaine public, et puis etc. au fur et à mesure du temps. Donc l'avantage, c'est que ça y va petit à petit, ça laisse le temps de mettre en place un système performant et à essayer de le rendre de plus en plus rentable jusqu'à ce qu'on arrive à une couverture totale de vos emballages sur le marché. Tu peux changer de slide. Donc, quand on parle de l'obligation d'enregistrement, c'est vraiment important pour deux choses. Premièrement, parce que vous avez accès à des ressources. Et ça, c'est important, des ressources spécifiques pour les entreprises qui sont enregistrées, que ce soit pour vous aider à éco-concevoir, pour faire vos déclarations, etc. La deuxième chose, c'est que vous participez aussi à tout ce qui est questions-réponses qui sont organisées tous les mois ou tous les 2 mois par EEQ. C'est plutôt très important parce que c'est là où on va voir comment les tarifs sont mis en place, quelles sont les priorités, quels sont les problèmes, où vous allez pouvoir poser des questions générales et faire remplir réellement votre rôle d'orientateur de là où va EEQ, puisque vous êtes des actionnaires de EEQ. Ça va vous permettre aussi, quand vous déclarez, de pouvoir avoir accès à tout ce qui est bonus, tout ce qui est crédit, etc. Ça, on va vous en parler plus tard, c'est assez important. C'est pas parce que vous êtes inscrit que vous allez payer. Ça, il faut aussi le savoir. Il y a vraiment 3 niveaux que je vais vous montrer par la suite. Donc, l'inscription donne des avantages et selon la taille de votre entreprise, vous pouvez être exonéré, avoir accès à du forfaitaire ou si vous avez une plus grosse entreprise, être au réel. Donc, pour s'enregistrer, c'est très simple. Il faut aller sur le site de EQ. C'est une inscription unique et vous créez votre compte utilisateur. Une fois que vous avez votre compte utilisateur créé, vous allez avoir un courriel pour le valider. Et le compte utilisateur, c'est pour une personne. Donc, mon conseil, pas de info ou compta le nom de votre entreprise, mais vraiment le nom d'une personne, puisque c'est la personne qui va recevoir les courriels et ça évite que ça se perde dans la masse. Donc, et une fois que vous avez créé votre compte personnel, là, vous enregistrez votre entreprise. Et à partir du moment où l'entreprise est enregistrée, c'est le moment où vous pourrez faire vos déclarations. Quoi qu'il arrive, quels que soient vos volumes, vous devez faire une déclaration pour savoir justement si vous êtes exonéré ou pas. Donc, moi, ce que j'aimerais... Est-ce qu'on peut changer de slide, s'il te plaît, Lorraine? Donc, quand je parlais d'enregistrement, on a 3 niveaux. Les tarifs sont déterminés et mis en place uniquement par EEQ. Aujourd'hui, en 2025, on a 3 catégories de tarifs. Les très petites entreprises qui sont exemptées. Donc, vous déclarez, vous avez accès aux accompagnements de EEQ, mais vous ne payez pas parce que soit votre chiffre d'affaires n'est pas assez élevé, soit vous ne mettez pas assez de volume sur le marché pour que ça justifie de payer des contributions. Le fixe forfaitaire, c'est pour la petite à moyenne entreprise. Ça peut être intéressant si vous n'avez aucune ressource. Par contre, sachez que souvent, entre du fixe forfaitaire et du réel, il vaut mieux déclarer au réel. On a fait des calculs, c'est généralement plus bas.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment analyser ces emballages, faire un test, savoir si vous préférez être au forfaitaire parce que vous n'avez vraiment pas le temps de vous en occuper, ou si vous préférez être au réel et voir là comment vous pouvez ajuster votre déclaration. Et le prescrit réel, c'est l'endroit où les taux sur les matières sont appliqués en fonction de vos volumes. Les taux sont définis chaque année. Ils sont aujourd'hui définis par rapport au coût réel estimé de la collecte pour l'année à venir. Ce qui veut dire que ça tient autant compte de la valorisation qui est faite. Donc, au plus on a de matériaux recyclables, au mieux c'est puisqu'on peut le revaloriser. Ça tient compte aussi des besoins en équipement. Si on manque aujourd'hui d'équipement pour trier le verre, par exemple, ben, on va peut-être avoir intérêt à améliorer ces équipements-là pour plus tard pouvoir valoriser le verre, qui est une matière qui est hyper valorisable une fois qu'on est bien équipé. Donc, il y a ces investissements-là qui sont pris en compte. Et puis, on tient compte aussi des matières qui ne sont absolument pas recyclables, qu'on appelle les matières à malus, et qui, elles, en fait, payent 2 fois le tarif réel de ce que ça coûte. Donc, voilà ce que donnent à peu près les tarifs. On va voir sur le slide suivant ce qu'est la catégorie exemptée. Donc, pour être exempté, il faut mettre en marché moins d'1 tonne métrique de matière d'emballage, de contenant ou d'imprimé. Donc, 1 tonne métrique, il faut quand même avoir un petit volume pour y arriver. Mais si vous avez des emballages lourds, comme le verre par exemple, se peut que vous arriviez plus rapidement que quelqu'un qui aurait des emballages plus légers en carton. Il faut avoir un revenu égal ou inférieur à 1 million de dollars. À partir par année, on est maintenant passé plutôt à 1,3 million. Et être un détaillant, si vous êtes un détaillant, dont le point de vente unique a une superficie inférieure à 929 mètres carrés. Quand on parle de point de vente unique, ça veut dire que vous n'êtes pas franchisé et ça veut dire que vous n'avez pas plusieurs magasins. Donc, vous êtes un petit traiteur avec seulement un endroit de vente de petite surface, vous allez être exempté. Ce qu'il faut, c'est bien vérifier chaque année que vous êtes encore dans les exemptions, puisque par exemple, cette année, les exemptions ont été modifiées par rapport aux années précédentes. Pour être au fixe forfaitaire, il faut avoir en fait un volume compris entre 1 tonne et 15 tonnes de matière d'emballage. Et selon le moment, enfin selon le tonnage que vous avez, ce fixe forfaitaire va aller de soit 1 920 $ par année à 11 620 $ par année quand on est inférieur à 15 tonnes. Donc, comme je vous le dis, c'est intéressant malgré tout de faire le calcul pour savoir quelle est la chose entre le temps humain que ça vous demande de faire ce calcul-là et le surcoût d'être au forfaitaire, quelle est la meilleure option à avoir. Et ensuite, voyons maintenant comment sont calculés les tarifs. Donc, pour chaque contenant, emballage imprimé mis en marché au Québec, on calcule la participation financière des producteurs. Pour cela, c'est ce que je vous ai un petit peu expliqué précédemment. Ça tient compte de la quantité que vous mettez sur le marché, du poids, donc poids unitaire fois quantité donne le poids, et tout ça multiplié par le taux par matière qui est réévalué chaque année en fonction du coût réel de cette matière-là au Québec, ce qui vous donne en fait votre coût réel, et par la suite, vous avez la possibilité d'avoir accès soit à des bonus, soit à des malus, soit à des crédits. Donc, crédit, ça porte sur le pourcentage de matière recyclée pour le carton et le PET. Ce qui veut dire que si vous avez un carton 100% recyclé ou si vous êtes 100% RPET, vous avez accès à un bonus qui va vous réduire de 20% la facture sur ce matériau-là, ce qui peut être quand même très intéressant selon ce que vous faites. Le crédit, non, ça c'est le crédit, excusez-moi. Pour le bonus, en fait, c'est des cas que vous allez soumettre à EEQ d'éco-conception. Mettons que vous ayez fait des efforts cette année pour réduire votre emballage, que ce soit en réduisant la quantité de matière, que ce soit en mettant des instructions de tri, en ajoutant du contenu recyclé, etc. Vous allez présenter un dossier à Éco-entreprise Québec qui va pouvoir l'accepter. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir sur cet emballage-là jusqu'à 50% de réduction de votre déclaration sur cette année, ce qui est très, très intéressant, notamment quand vous avez une ligne de produits, mettons une quinzaine de produits, qui sont tous avec le même emballage et que vous optimisez. Ça veut dire que sur ces 15 produits, vous aurez accès à ces 50% de réduction après approbation de EQ. Et le malus, là, c'est sur les matières qui sont très problématiques. Donc, le PLA,
dont on va reparler plus tard, qui est en fait une fausse bonne idée parce que oui, effectivement, le PLA peut être compostable, mais le problème, c'est qu'il n'est pas compostable au Québec. Et donc, ce qui veut dire que ça perturbe énormément tout le système de tri. Et l'autre matière problématique, c'est le PVC. Le PVC, c'est un plastique transparent, rigide, qui était qui est encore beaucoup à utiliser, notamment chez les traiteurs pour faire les petites coupelles super jolies. Le problème, c'est que le PVC n'est pas recyclable, donc il est incinéré et qu'il dégage des fumées toxiques qui perturbent beaucoup le système. Donc, principe, formule de base, c'est ce que je viens de vous expliquer, comment c'est calculé. Donc, je pense qu'on peut passer au slide suivant, Lorraine. Maintenant, la QRCB. Donc, la QRCB, on va en parler beaucoup plus rapidement. Tu peux cliquer. C'est l'Association québécoise de recyclage des contenants des boissons. Et donc, c'est l'équivalent de Q, mais pour les boissons consignées. Comment ça fonctionne? C'est le système habituel de consigne avec le retour en magasin. Il ne couvre pas encore toutes les boissons, il va s'étendre au fur et à mesure. Je pense que vous avez entendu parler des problèmes de retard qu'il y a eu l'année dernière. Donc maintenant, la consigne va être étendue au 1er mars 2027. Malgré tout, c'est un système qui fonctionne plutôt bien quand il est installé. Les consommateurs ont l'habitude de ramener leurs bouteilles et leurs canettes. Et les détaillants doivent participer. Donc au fur et à mesure, on a des lieux de collecte qui se rajoutent. Donc si on regarde sur le slide suivant, la QRCB a les mêmes responsabilités exactement que EQ, mais pour les producteurs de boissons. Donc, elle a l'obligation d'assumer en lieu et place des producteurs individuels la plupart des obligations qui leur sont attribuées. Par contre, les producteurs, bien sûr, doivent être membres de l'organisme de gestion. Donc, il y a le lien dans la présentation pour devenir membre. Ils doivent transmettre les informations. Donc, les informations, c'est quand vous lancez un produit, il faut déclarer le type de produit et l'emballage avec et c'est tout. Type de produit, type d'emballage. Et ensuite, transmettre chaque mois les quantités que vous avez mises sur le marché. Et puis, bien sûr, se conformer ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, pour l'instant, ce qui est mis sur le marché, c'est tout ce qui est canettes, bouteilles de boissons gazeuses, de bière en verre, les bouteilles de boissons gazeuses, d'eau pétillante en plastique, tout ce qui est aussi les bouteilles de jus et de lait en plastique, les bouteilles de spiritueux en plastique et les bouteilles de boissons gazeuses et de bière en verre. À venir, en 2027, les bouteilles de vin, les cartons de jus de lait, et les bouteilles de spiritueux en verre. Ça va énormément augmenter le volume qui va passer par là. L'avantage qu'on a avec la consigne élargie d'un point de vue de système, c'est que ça permet d'avoir un meilleur tri, ce qui veut dire que derrière, on revalorise mieux les matériaux. Donc, c'est un système qui est plutôt bien rodé et qui va de plus en plus vers de la rentabilité, ce qui est assez intéressant. On peut changer de slide. Alors, maintenant, parlons de la partie audit d'emballage. Parce que là, je vous ai parlé, en fait, de vos obligations et de ce que vous avez déclaré. Par contre, je ne vous ai pas expliqué comment le déclarer. Ça, c'est mon petit dada parce que je l'ai fait en Belgique, je l'ai fait en France et puis je l'ai fait aussi au Canada pour Métro. C'est comment est-ce qu'on fait pour vraiment connaître ces emballages et dans ce cas-là, mieux déclarer parce qu'on se rend compte que quand on déclare approximativement, généralement, ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus difficile d'identifier ce qu'on fait de bien. Donc là, on va parler de l'audit d'emballage. Je vais devenir un petit peu plus terre à terre dans ce qui va arriver. Tu peux changer de slide, Lorraine. Là aussi, on a déjà parlé. Donc, ça commence comment? Ça commence par inventorier, mesurer et comprendre avant d'optimiser. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord que vous regardiez tous les éléments d'emballage que vous avez. Donc, mettons que vous fassiez de la confiture. Vos éléments d'emballage, ça va être le pot en verre, évidemment. Ça va être l'étiquette et ça va être aussi le bouchon. Donc, vous regardez tous ces éléments-là, vous les identifiez, vous identifiez qui est votre fournisseur. Une fois que vous avez ça, vous allez envoyer une demande à votre fournisseur pour qu'il vous donne le poids exact, le type de matière, le pourcentage de recyclé, parce qu'on a vu que c'était important pour avoir des bonus, et les certifications, est-ce que c'est FSC, etc. Vous ajoutez vos volumes de vente et ça vous permet de calculer le tonnage. Une formule basique, le nombre d'unités vendues, fois le poids, ça vous donne des kilos par an et par matière. Donc, pour ça, il vous faut deux outils.
il vous faut un courriel de demande d'information et le tableau. Ensuite, sur vos plus gros volumes et vos plus gros problèmes, vous regardez. Généralement, 20% de vos emballages, c'est 80% de vos contributions à EEQ. Donc, vous pouvez identifier quels sont les emballages sur lesquels vous devez agir prioritairement. Ça, c'est le diagnostic. Ensuite, vos plus gros problèmes. Vous avez du PVC, vous avez du PLA. Là, vous avez un problème parce que vous surpayez et qu'il y a des matières qui sont équivalentes et qui vont vous permettre d'éviter ces malus-là. Ensuite, vous regardez aussi, est-ce que vous avez des trucs inutiles sur vos emballages? Genre la petite étiquette toute jolie qui est attachée, est-ce que c'est vraiment nécessaire à avoir? Si vous avez un produit qui est conditionné dans un sachet, qui est mis dans une boîte carton pour être mieux présenté et qui est entouré d'un film plastique pour que ça, on soit sûr que ça s'ouvre pas, il y a certainement un des 3 emballages que vous pouvez enlever. Donc, quels sont les éléments inutiles que vous pouvez supprimer? Ce qui vous permet de diminuer vos emballages, diminuer votre contribution et améliorer votre impact environnemental. Ensuite, les opportunités bonus. Vous passez en éco-conception sur un produit. Ça va vous permettre de faire un dossier auprès de EQ pour leur demander d'avoir accès à ce bonus qui peut être jusqu'à 50% de votre coût sur ce produit-là et jusqu'à 60% sur l'ensemble des emballages concernés, 60 000 $ sur l'ensemble des emballages concernés. Oui, parce que si vous avez beaucoup, ils vont pas aller au maximum. Et puis aussi, le crédit pour contenu recyclé, c'est des certifications que vous demandez à vos fournisseurs concernant la quantité de recyclé dans vos emballages, que ce soit en carton ou en PET. Donc, il faut une certification et c'est 100% recyclé. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ce bilan-là, ça c'est ce qui est facile à faire et très rapide, vous allez pouvoir travailler sur comment avancer. Et là, c'est des questions que vous devez poser aux experts et aux fournisseurs. Donc, par exemple, sur votre fournisseur de carton, vous pouvez lui demander, est-ce que je peux être à 100% recyclé? Généralement, il n'y a pas d'impact de coût là-dessus et ça vous permet justement d'avoir accès au bonus, au crédit EEQ. Quand on est sur un emballage en verre, ça va passer par de l'allègement. Aujourd'hui, le verre, c'est important de se dire que souvent des emballages qu'on va acheter en Asie, par exemple, vont être plutôt très épais et très lourds. On peut arriver aux mêmes performances avec un verre beaucoup plus fin, ce qui va vous permettre aussi, après test en machine, d'économiser aussi sur vos coûts logistiques. Parce qu'en fait, tout ce que vous éco-concevez, il faut savoir que derrière, c'est des économies aussi en logistique qui sont possibles. Sur du plastique multicouche, parfois c'est nécessaire. On est sur des produits frais. Il nous faut du multicouche technique pour l'instant, même s'il y a des travaux qui existent aujourd'hui. On va pouvoir aller voir plus tard comment on peut améliorer, mais vous avez besoin pour préserver le produit. Par contre, si vous êtes sur un multicouche, sur des produits secs d'épicerie, genre des pois séchés par exemple, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ça veut dire que là, vous êtes sur un plastique qui n'est pas recyclable, qui peut vous coûter potentiellement plus cher, mais qui, en fait, n'a aucun intérêt par rapport à la conservation du produit. Ou alors, en design, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette composante? On prend par exemple l'idée de sachets en plastique avec une fermeture velcro. Si le produit n'est utilisable qu'en 1 ou 2 fois, la fermeture velcro est en trop. Si votre produit est utilisable chez le client en 5 à 10 fois, là, ça fait du sens à l'avoir. Donc, il faut avoir cette réflexion-là. Et l'étiquetage, par exemple, est-ce qu'on a besoin d'un film transparent ou est-ce que du papier recyclable pourrait aussi bien faire l'affaire puisque le film transparent peut être problématique pour le recyclage de certains emballages et on pense notamment à ce qui est thermoformé sur des bouteilles qui va rendre le recyclage de la bouteille impossible si ce n'est pas dans la même matière. Donc une bouteille en PET par exemple avec autour un film plastique thermoformé qui serait dans un autre type de plastique que le PET fait en sorte que votre bouteille n'est plus recyclable. Alors si elle a une étiquette en papier ou une étiquette en PET, dans ce cas-là, elle va pouvoir être recyclable. Donc c'est le type de question et de réflexe à avoir. Et ensuite, c'est chiffrer tous les bénéfices et pas simplement EEQ, parce que EEQ, oui, c'est important en termes de coût, puis c'est un coût auquel on n'était pas habitué auparavant, mais il y a d'autres bénéfices à avoir. Je vous ai parlé de la logistique, d'acheter moins de matière et puis aussi pour votre image de marque. Donc, ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Et puis aussi savoir si
vous pouvez industrialiser ces améliorations, puis simplifier vos déclarations futures, parce qu'une fois que vous avez mis en place ce système-là, ça vous permet de le remettre à jour juste avec vos quantités et les nouveaux taux EQ chaque année, ce qui vous permet de voir vos améliorations et de pouvoir suivre plus rapidement. Ce qui veut dire que les fois suivantes, une déclaration EQ va vous prendre un quart de journée au lieu de vous avoir pris 5 jours, ce qui est quand même important. Donc voilà, c'est important d'avoir un audit et de savoir exactement là où vous allez. C'est un investissement au départ, parce qu'il faut gérer ses demandes et construire vos tableaux, mais par la suite, vous allez pouvoir accélérer très, très rapidement. Tu peux changer de slide. Donc, les 4 risques sans audit, ça peut être de la sous-déclaration. Là, vous avez des risques d'avoir des EQ qui va vous taper sur les doigts. La surdéclaration, c'est que vous payez trop cher. Vous passez à côté de tout ce qui est audit, par exemple. Et puis, vous risquez aussi de manquer de documentation si jamais on vous demande des preuves pour aller plus loin. Et d'un autre côté, les 4 opportunités, c'est pour ça que c'est important de le faire, c'est tout ce qui est sécurité réglementaire. Vous avez des dossiers qui sont, c'est moi qui ai écrit ça, blindés en cas d'audit EQ. Vous avez une bonne traçabilité. Si jamais vous voulez parler de ce que vous faites à vos clients sur les emballages ou dans vos publications Facebook, vous pouvez le faire parce que vous avez toutes les preuves et c'est documenté. Puis vous avez accès à tout ce qui est crédit et bonus. Puis ça vous permet aussi de voir le chemin parcouru et puis de projeter le type d'amélioration que vous voulez faire par la suite. Donc en fait, c'est défensif et c'est offensif. Ça vous protège des risques et ça vous permet de prendre les bonnes initiatives. Si on peut passer à la suite. Donc, les leviers immédiats, donc c'est l'optimisation matière et puis de penser à tout ce qui est hiérarchie de recyclage. Donc, je sais que Elsa de AGECO avait déjà fait une intervention là-dessus, donc je suis allée sur des choses un petit peu plus différentes. Tu peux changer de slide, s'il te plaît, Lorraine. Donc, en tout cas, ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est que quelle que soit l'optimisation que vous voulez faire, le rôle principal de votre emballage, c'est de protéger votre produit et d'assurer sa conservation. Aujourd'hui, quand on regarde l'impact environnemental global, notamment sur le bilan carbone, la perte de produit a un impact beaucoup plus fort que la production d'emballage. Donc, chaque emballage doit être pensé pour préserver le produit prioritairement. Une fois que cette chose-là est faite, on peut aller sur de l'optimisation. Parce que l'emballage, ça sert à protéger, ça sert à conserver, ça sert aussi à informer vos clients. Donc, moi, j'ai eu le cas, parfois, j'ai réduit un petit peu trop mes emballages sur des boîtes de conserve et on peut plus mettre les tableaux nutritionnels. Ça peut être problématique. Faut pas rire, ça m'est arrivé. Ça sert aussi à simplifier tout ce qui est transport et usage chez le consommateur. Tu peux changer de slide. Donc, quand on parle d'éco-conception, selon EQ et communément admis, il y a 3 principes. La réduction à la source, on diminue les quantités de matière, c'est la première chose. La meilleure optimisation, c'est de diminuer. On va aller sur un approvisionnement responsable, c'est-à-dire utiliser des matières recyclées et, si possible, travailler avec du local. Et puis, conception qui favorise le recyclage, c'est enlever tout ce qui est petites pièces, tout ce qui est emballage complexe, comme par exemple avoir une fenêtre sur un emballage en carton. Est-ce réellement nécessaire? Donc, au plus on aura un emballage simple et monomatière, au plus il va être facile à recycler. Tu peux changer de slide. Donc, le juste emballage, c'est quoi, en fait? Et c'est là où commence l'éco-conception. C'est suffisamment de matière pour protéger le produit, mais en même temps, avoir réduit au maximum la matière. Donc, c'est ni trop de matière qui va gêner et qui va être à l'encontre de l'éco-conception, ni trop peu qui risque de fragiliser le produit. Et donc, quand vous développez vos emballages avec vos produits et vos fournisseurs, l'objectif, c'est vraiment d'arriver là, le bon taux de remplissage avec la bonne protection de produits. Vas-y. Opter pour leur approvisionnement responsable, c'est quoi? C'est prioriser les matières recyclées ou renouvelables, donc du carton recyclé, du PET recyclé, l'HDP aussi qui se recycle, et renouvelable, c'est
tout ce qui peut être avoir une seconde vie. Donc, est-ce que vous pouvez avoir du recyclable dedans ou est-ce que vous avez des matières qui ne sont pas d'origine fossile, donc pas à base de pétrole? En choisissant aussi des fournisseurs engagés, vous allez voir que si vous faites affaire avec des brokers, notamment d'emballage, beaucoup vont peut-être pas très très bien connaître ce qu'ils commercialisent et vous donner des informations sur des emballages qui en fait ne correspondent pas aux spécificités du Québec. Donc c'est important de faire affaire avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Par exemple, s'il vous dit mon emballage est compostable, déjà là, ça sonne une alerte parce qu'aujourd'hui, au Québec, on ne peut pas traiter d'emballage compostable. On peut le traiter sur de la fibre qui va être souillée et va être mise au compost, mais on ne peut absolument pas traiter du compostable dans le cycle normal d'un emballage. Qui assure la traçabilité des matières, c'est-à-dire qui vous permettent de savoir exactement d'où vient la matière et le pourcentage de recyclé, et puis les fournisseurs locaux. Et pourquoi concevoir pour le recyclage? Tout simplement parce que ça permet de boucler la boucle du cycle de vie de l'emballage et que en mettant de plus en plus en place de matières recyclées, vous valorisez en fait vos emballages plusieurs fois, ce qui vous permet de diminuer la pression financière du système de recyclage. Et puis, ça réduit les pertes matières et ça permet d'éviter de faire appel à des ressources fossiles. Donc, le choix des matières en éco-conception de l'emballage, ça a un impact évidemment sur l'environnement. Sur l'acceptabilité sociale, c'est clair que les clients sont de plus en plus sensibles à ça. La performance économique, puisque l'éco-conception permet de faire des économies. La sécurité et la préservation du produit, c'est un incontournable. Et puis, le prix d'achat et les exigences de vos clients. C'est clair qu'on ne va pas acheter 2 fois plus cher une matière parce qu'elle est éco-conçue. Donc, ce qu'on va essayer à la base de faire, c'est la réduction à la source. Par la suite, on va essayer de favoriser le réemploi. C'est possible notamment avec le verre, avec certains plastiques qui peuvent être utilisés plusieurs fois. Ensuite, on va chercher à être mieux recyclé. Donc, déjà en faisant ça, on diminue la pression sur le système. Et par la suite, pour les autres matières, on va essayer de les valoriser comme on peut. Ça peut être soit en les transformant en nouveaux objets, comme certains font des bancs, mais on va pas construire des milliards de bancs, c'est compliqué. La valorisation énergétique et ce qu'on veut pas, c'est l'enfouissement. Si vous devez aller vers des matières qui sont bien recyclées ici, ça va être certainement le PET clair, donc qu'on va avoir notamment sur des boîtes en traiteur, sur les bouteilles. Le HDPE, c'est les emballages de glace, par exemple, les emballages de crème, l'aluminium qui se recycle très très bien, le verre clair et bien sûr tout ce qui est carton et papier monomatériaux. Par contre, là où il faut éviter d'aller au maximum, c'est tout ce qui est le polystyrène, donc les barquettes en mousse. C'est un vrai défi actuellement. On travaille dessus, mais pour le recyclage, c'est un véritable défi puisqu'il faut savoir, c'est que de plus en plus de villes au Québec les ont interdits. Donc, il faut être attentif à ça. Le PVC, c'est l'objet d'un malus, ça je vous l'ai dit, et de plus, c'est très très toxique pour les humains qui sont autour. Les plastiques noirs, parce qu'on ne peut pas les trier. Les multicouches laminées, sauf si vous n'avez pas le choix, évitez-les au maximum. C'est absolument pas recyclable. Tout ce qui est plastique compostable, comme le PLA, le PHA, qui sont problématiques. Tout ce qu'aussi qu'on vous vend comme oxodégradable. Oxodégradable, ça va être des plastiques qui on vous dit ils sont biodégradables dans l'environnement. En fait, ils ne sont pas biodégradables. Ils vont avoir un composant chimique qui les brise en microplastiques qui vont se retrouver dans l'environnement. Donc aujourd'hui, les problématiques avec ces microplastiques, c'est qu'on le retrouve dans notre alimentation et dans les produits qu'on met en place. Donc, et on va les retrouver aussi dans le corps humain de plus en plus. Donc, ceux-là, on les évite au maximum. Et pour l'instant, la céramique, le bois et liège, on est en train de travailler sur des filières de recyclage, mais on n'en a pas pour l'instant, donc ils finissent en l'enfouissement pour l'instant. Le PLA, je vous en parle plein de fois parce que on pense que c'est une vraie bonne idée, mais pour l'instant, ça l'est pas. Ça perturbe tout, donc n'y allez pas pour l'instant. Il faut se tenir informé. Des choses vont être mises en place, mais pour l'instant, ce n'est pas la meilleure solution. Et intégrer du contenu recyclé, pourquoi? Ben, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est vraiment que le contenu recyclé revient dans vos emballages et c'est un vrai avantage. C'est moins de ressources fossiles et petit à petit aussi,
ben, une chaîne de recyclage qui devient de plus en plus valorisée, donc une pression financière qui va diminuer sur vous, ce qui est gagnant-gagnant pour vous financièrement et pour l'environnement et les ressources fossiles, sachant que le pétrole va pas être éternel et que donc il vaut peut-être mieux l'utiliser à d'autres choses qu'à faire des emballages pour l'instant. Donc, ce qu'on va essayer de penser au maximum, c'est diminuer les quantités d'encre utilisées. Ça facilite le recyclage et la valeur de la matière. Le verre et les plastiques sans pigmentation, c'est mieux. Ils se recyclent plus facilement et la matière a une meilleure valeur. L'étiquette, idéalement, elle est détachable ou dans le même matériau que l'emballage. Par contre, ce qu'on va éviter, c'est les enduits chimiques qui sont controversés. Donc, les PFAS, qui sont aussi appelés polluants éternels. On a de plus en plus de problèmes d'eau qui sont contaminés avec ces polluants-là. Ils ne disparaissent pas. On les retrouve aussi dans le système humain de plus en plus. Donc, ils sont en partie interdits au Canada, mais pas pour tout. Ça dépend de la proportion dans l'emballage. Ils sont interdits aussi en Europe. On se dit qu'il y a vraiment un problème. Les BPA, qui sont des perturbateurs endocriniens, qu'on peut retrouver dans des plastiques très transparents, par exemple, ou en enduit dans certaines boîtes de conserve. On sait qu'il y a des risques liés à la santé humaine sur ces produits-là. Les petites composantes inutiles, l'étiquette, la fermeture métallique ou plastique, le double emballage, essayer de voir comment on peut les diminuer, voire même les supprimer. C'est des coûts en plus pour vous et si ça n'apporte rien à votre produit, ça vaut peut-être pas la peine de les garder. Puis les emballages multimatières, sauf si vous en avez vraiment besoin. Alors, il est 12h17. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des questions dans le chat pour l'instant? Non, pas de question. Ok, dans ce cas-là, je continue. Très rapidement, on va voir aussi comment définir des... Excuse-moi. Oui, Oui, bonjour. Oui, Marie, c'est juste un petit mot qu'il est midi 17. Alors, donc, je vais savoir avec toi, on passe rapidement pour aller rapidement à la conclusion et ouvrir pour des questions. non, je vais passer rapidement là-dessus, c'est quand même Parfait. important. Excellent, je te laisse. Donc, là, je vais vous parler un petit peu des protocoles parce qu'en fait, dans tout cela, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire par vous-même. En fait, l'idée, c'est choisir un emballage, c'est pas simplement cocher des cases, il faut vérifier que ça fonctionne, il faut que vous vérifiez techniquement les équipements existants, si le trieur optique et les résines fonctionnent dans les centres de tri, et puis si ça fonctionne aussi chez vos partenaires et clients. Donc, Lorraine, il y a certaines étapes qui sont simples et que vous pouvez réaliser par vous-même. Et c'est autant d'accélérateurs pour avancer très très vite. Puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus complexes ou un petit peu plus risqués où il va falloir vous appuyer sur vos fournisseurs d'emballage ou sur des laboratoires. Ce que vous pouvez faire vous-même, c'est tester sur vos équipements. Vous n'avez pas besoin d'experts pour ça. Observez en conditions réelles, c'est-à-dire comment est-ce que ça résiste au transport, au froid, à l'humidité, au stockage. Utiliser des outils simplifiés, ça c'est des grilles de modules qu'on présente, qu'on a dans une formation en ligne asynchrone où on vous donne des outils là-dessus. Repérez ce qui marche pas. Par exemple, immédiatement, vous pouvez dire à votre fournisseur, ben non, plastique noir, ça marche pas, les éléments collés, ça marche pas, j'ai pas besoin de multicouches. Puis identifier les zones de risque potentielles, c'est-à-dire les endroits où vous dites, est-ce que je suis vraiment sûre sur la conservation du produit? Est-ce que ça, j'ai déjà des choses que je peux valider ou pas? Par contre, il y a des choses où vous allez avoir besoin d'un appui externe. C'est tous les tests de performance technique, que ce soit barrière à l'oxygène, humidité, lumière, tenue mécanique, migration alimentaire. Là, vous allez avoir besoin d'experts parce que tout simplement, il s'agit de la sécurité de vos consommateurs et de la conservation de votre produit, ce qui est quand même la base de l'emballage. Donc, ces choses-là, vous ne pouvez pas le tester vous-même de votre côté. Il faut vraiment soit que votre fournisseur d'emballage vous fournisse des preuves que ça ait déjà été fait antérieurement sur des produits équivalents et que ça fonctionne, soit faire appel à des experts. Je pense par exemple à l'ITEGA, qui est un organisme universitaire qui est spécialisé dans l'ensemble de ces tests-là, qui travaille beaucoup avec le CETAC et qui est plutôt assez intéressant. Donc, c'est public. Il n'y a rien de privé qui se passe là derrière. Donc, moi, je conseille d'aller vers eux. Les validations réglementaires. Là, tu allais un petit peu trop vite, Lorraine. Les validations réglementaires comme la conformité au contact alimentaire, ça, c'est votre fournisseur d'emballage qui doit vous le fournir.
les emballages consignés, les tests qui sont exigés par la QRCB, et puis l'analyse de recyclabilité réelle selon les infrastructures. Donc, si vous voulez vraiment aller de l'avant avec quelque chose d'innovant, quelque chose qui change, dans ce cas-là, appuyez-vous sur des experts. Allez voir les centres de tri aussi qui est à côté de chez vous. On a parlé avec beaucoup. Ils sont très, très intéressés à vérifier avec vous que vos emballages fonctionnent dans leurs installations. Tu peux changer. Donc, avant de se lancer, il faut se poser les bonnes questions. C'est, est-ce que j'ai besoin d'un expert technique? Est-ce que j'ai besoin d'un conseil réglementaire? Ou alors, est-ce que j'ai besoin d'un retour d'expérience? On peut parler avec des clients, des distributeurs ou des centres de tri. Dans les ressources disponibles, je vous l'ai dit, si vous êtes inscrit à EEQ, ils sont prêts à vous accompagner gratuitement. Ils ont énormément de ressources mises à la disposition. Il y a l'ITEGA, il y a le comité 21 avec Lorraine. Il y a des choses qui sont... il y a la QRCB aussi qui est prêt à vous aider. Les chambres de commerce, les SADC, les CRED, le CETAC. Le PAC, je l'ai mis. Alors, celui-là, c'est un peu plus problématique. Il est avant tout en anglais. Donc, c'est l'association des emballeurs, enfin des fournisseurs d'emballage. Mais il y avait un chapitre au Québec qui a fermé. Donc, aujourd'hui, ils communiquent majoritairement en anglais. Donc, ça vous demande d'être bilingue pour faire appel à eux. Et puis, il y a des consultants indépendants. Et là, je vous conseille d'aller voir le répertoire du FAQDD et les regroupements sectoriels parce qu'ils ont tout un répertoire d'experts. Et l'avantage, c'est quand vous avez une initiative en éco-conception, si vous faites appel à un de ces experts, vous allez pouvoir bénéficier de financements particuliers. Donc, ça peut être intéressant. Tu peux changer de slide. Donc, en fait, globalement, ce qu'il vous faut faire, généralement, ce que je vous conseille, c'est commencer par évaluer votre situation actuelle, prioriser vos actions. Donc, on l'a vu dans la présentation, comment on le fait, les plus gros volumes, les emballages qui sont clairement problématiques, puis ensuite, aller dans le déploiement de solutions. Ne vous pressez pas, allez-y étape après l'autre, du plus simple au plus complexe, mais c'est des choses qui sont faisables. Il suffit de bien hiérarchiser la façon de travailler et surtout, inscrivez-vous à Éco-entreprise Québec ou à la QRCB. Il y a énormément de ressources. Regardez leurs webinaires, abonnez-vous à leur lettre d'information. Ça vous permet de savoir exactement ce qui va se passer. Donc, les défis que vous allez avoir, c'est clairement les défis réglementaires parce que l'évolution des exigences, elle est continuelle. La chaîne d'approvisionnement, on peut le voir selon comment on s'approvisionne. Il y a parfois des ruptures, des fournisseurs qui vont augmenter leur prix de façon rapide. Donc, soyez au courant de ce qui se passe sur vos chaînes d'approvisionnement. Soyez toujours à l'écoute de nouveaux fournisseurs. Économique, parce qu'une transition, ça a du coût, puis technique, parce qu'il va falloir toujours être entre la protection du produit et la recyclabilité. Par contre, il y a des opportunités claires. L'éco-conception, ça coûte pas que cher, ça rapporte de l'argent, ça peut diminuer vos coûts. On peut travailler en filière et en cohorte, notamment pour s'approvisionner quand on est ensemble auprès d'un seul fournisseur d'emballage. Il y a plein d'innovations qui arrivent et que vous pouvez porter. Et puis la différenciation, aujourd'hui, les consommateurs demandent à ce que les entreprises fassent des efforts en éco-conception. Donc, ça fait partie aussi de ce qui est demandé. Et maintenant, Lorraine, je te laisse la parole. Alors, merci beaucoup, Marie. Je vais arrêter le partage pour qu'on puisse aussi répondre aux questions. Marina et Marie, merci beaucoup d'avoir préparé la préparation, d'être nos expertes pour aider les entreprises. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en ce moment, il y a des défis. Ils sont à la fois entrepreneuriales, donc il y a des décisions d'affaires. Les entreprises, nous, on entend, ils ont besoin d'aide pour les aider rapidement à faire des bons choix, de maîtriser l'information pour être capable aussi d'aller de l'avant vers des décisions qui rapportent, autant pour financièrement, mais environnementalement, parce que les clients aussi, par moment, on entend, décident de faire un choix de produit parce que l'emballage semble plus écologique, mais lorsqu'ils sont un peu plus informés, ils sont déçus s'ils s'aperçoivent que ça ne l'est pas. Donc, si on veut s'assurer d'une mise en marché qui va dans le sens souhaité par tous, diminuer nos impacts, bien, il faut être cohérent entre vos valeurs de faire un produit extraordinaire puis avoir un emballage extraordinaire.
Donc, c'est comme si on rajoute aux chefs d'entreprise une décision d'affaires de plus, c'est d'être des experts dans sa chaîne de valeur, au fond, pour s'assurer de la cohérence, au fond, de vos valeurs. Et c'est dans ce sens que le comité 21, avec Marie et Marina, on vous propose de vous aider dans cette démarche. Et sinon, il y a d'autres experts, bien sûr, là, que vous pouvez revoir à travers la liste de la FAQDD et auprès de votre propre groupement. Alors, je voulais remercier Isabelle. Puis, Isabelle, je ne sais pas si tes gens, les participants souhaitent poser des questions à Marie et Marina. Pour le moment, j'en ai pas dans le clavardage, mais là, les personnes qui sont en direct avec nous peuvent peut-être adresser directement leurs questions. S'il n'y en a pas, ah oui, on a une question de Vincent. Oui. Donc, ma question, si je comprends bien, c'est vraiment à chacun des commerçants, à chacune des entreprises, de manière individuelle, à faire leur inscription, puis tout le processus avec Éco-entreprise Québec. Même si, par exemple, dans ma municipalité, on est la moitié des commerces qui ont exactement le même fournisseur, qui utilisent les mêmes emballages, on doit chacun faire la même démarche 6 fois. Oui, exactement. C'est exactement ça, Vincent, parce qu'en fait, vous êtes le metteur en marché pour vos consommateurs. En fait, c'est celui qui met en marché pour le consommateur, qui déclare les emballages dont il a la responsabilité. Donc, je ne sais pas quel est le commerce que vous avez. Quel type de commerce est-ce que vous avez? On est un OBNL qui opère une soupe populaire. Donc, Oh, ouais. oui, on va Donc, si pouvoir... vous, si, mettons, il y a des distributions de craft dinner emballés, Mhm. vous n'avez pas à les déclarer. D'accord? C'est Kraft qui est responsable de cette déclaration-là. Par contre, si vous mettez... tu veux parler, Marina? Bon, on a une cuisine qui prépare des repas, on achète des plats en plastique pour livrer les repas à domicile. Ça, on va devoir le compter. C'est bien ça? Marina, est-ce que tu veux apporter une Parce que c'est... réponse? OK. Oui, je vais apporter une réponse parce que, oui, vous recevez un vrac, si je peux m'exprimer comme ça, de Kraft ou de Nestlé ou quoi que ce soit, sont les vendeurs de produits, mais vous les mettez à marché par votre propre nom. C'est votre nom, c'est votre entreprise que vous allez amener aux gens les plats. Mhm. Ok, donc votre nom, je ne sais pas exactement c'est quoi pour la soupe, pour la restauration là, ou Oui. le mets prêts à manger. C'est vous, le nom, votre nom qui doit être vraiment inscrit à l'Éco-entreprise Québec. Parce que le fournisseur craft, quoi que ce soit, c'est juste un distributeur pour vous, pour la matière première, pour Mhm. vos repas. Juste D'accord. faire attention à cette partie. Merci. Alors, d'où l'importance peut-être de faire un audit justement de vos emballages pour évaluer s'il n'y a pas d'autres options justement pour réduire les coûts éventuellement si vous êtes assujetti. Oui. Si je ne me trompe pas, mesdames, pour ce que Vincent mentionne, cependant, vu qu'ils sont plusieurs à avoir le même type d'emballage, ben là, ils peuvent passer par le FAQDD pour recevoir un accompagnement pour rendre leurs emballages plus écologiques, je crois, là. Il y a des projets, il y a des volets du FAQDD pour l'accompagnement des projets collectifs. Oui, en effet, les projets de Oui. la cohorte, nous, le comité 21, puis nous sommes des experts listés pour l'éco-emballage et nous accompagnons des cohortes et d'autres experts aussi le font. Oui. Ah, je vois quelqu'un qui écrit dans le chat en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne va écrire. Si c'est une question. N'hésitez pas, vous pouvez la poser aussi directement là, de vive voix. Moi, j'ai une question. Est-ce que les gens peuvent manifester en levant la main, en réagissant? Qui sont déjà inscrits à Éco-entreprise Québec? Si vous devez l'être. Oui, parce que je pense qu'il ne nous reste pas forcément de gens qui sont en entreprise. D'accord. Donc, la question, oui, on a Question une de, question ici. oui, question de Marianne. Bonjour, je ne peux pas prendre la parole. Existe-t-il des subventions pour développer un éco-emballage? Tout à fait. C'est le FAQDD a des subventions pour vous aider à développer des éco-emballages.
Et de plus, je crois que ce sont des frais qui sont admissibles à des crédits d'impôt à la R&D. Oui, dépendamment des projets. Puis, si Marianne ou d'autres ont des questions, si tu me permets, Isabelle, ils peuvent t'écrire, tu nous les réfères à nous, ils nous écrivent directement. Ils Nos peuvent vous écrire coordonnées sont directement. présentées. Oui, parfait. Pour Nos le coordonnées crédit, sont pour dans le le crédit, PowerPoint. oui, pour le crédit, pour la recherche, c'est important de savoir c'est quoi la recherche pour bien déterminer s'ils sont assujettis ou non. Et ça, les experts peuvent aussi vous accompagner là-dessus. Tout à fait. Bien, il est 12h31. Je vous remercie infiniment, mesdames, pour cette présentation fort instructive sur un enjeu qui est quand même important et qui touche beaucoup d'entreprises du secteur agroalimentaire. Donc, effectivement, vos coordonnées, toutes les informations vont être disponibles sur notre site, ainsi que l'enregistrement de la capsule d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la page des Informagro sur le site d'AgroBoréal. Je vous invite également par la même occasion à aller voir les prochaines activités et à vous y inscrire. Donc, on a le 13 novembre une activité avec le Centre Umami sur la recherche consommateur. Donc, voir de quelle façon ça peut permettre de se positionner stratégiquement sur les marchés. Donc, je vous remercie encore une fois de plus. Merci également à nos partenaires, les autres créneaux bioalimentaires, Transformation, Aliments Santé, créneaux acéricoles, ainsi que les réseaux Agri-Conseil et Financement Agricole Canada qui nous supportent dans la programmation 25-26 des Informagro. Donc, bonne fin de journée à tous et une excellente fin de semaine également.